peux avoir des studios qui arrivent à financer avant, donc pendant la pré-prod. Il y en a qui arrivent à financer pendant la prod, donc trouver un éditeur pendant la prod. Il y en a qui arrivent à trouver un éditeur vraiment à la toute fin. Limite, le jeu il va sortir dans 15 jours. En fait, le plus important, c'est on va chercher de l'argent, aider un éditeur, parce que c'est pas que de l'argent. Quand on a une bonne démo, un truc cool à montrer et qu'on sait qu'on va pouvoir convaincre. Faut pas sous-estimer le fait que les éditeurs ils peuvent voir plusieurs fois un projet. Dans le sens où tu peux les faire tester une fois, deux fois, trois fois. Je sais pas, imaginons tu veux aller voir Focus, ils prennent pas de projet en dessous d'1 million par exemple. Bah, du coup, tu vas essayer de scaler ton projet pour Focus, pour pouvoir rentrer en édito. Un éditeur, quand il signe un jeu, est-ce qu'il a confiance dans le projet? Est-ce qu'il a confiance dans l'équipe? Est-ce qu'il a confiance dans le contexte, le marché, on va dire. Ouais, le plan staffing et le budget, par contre, ça c'est indispensable. L'éditeur, il veut savoir. En fait, ce qui est pas mal en général, c'est de présenter deux ou trois scopes. Donc, par exemple, un projet à 200 000, un projet à 500 000 ou à 1 million. Tu vas aller envoyer plein de pitchs à des éditeurs. Et il faut vraiment t'attendre à ce que ça prenne 3 à 6 mois. Ce genre de choses Ah, qui bon, des il y a tout fois le temps peut des être un mauvaises peu. surprises, hein, Ah t'inquiète. oui, ok. Ouais, très bien. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir des petites connaissances en Ouais, droit et en légal, ça aide beaucoup. Mais oui, il y ouais. a toujours des dingueries dans les contrats. Donc si vous voulez vous lancer dans un studio indé, c'est vrai que c'est bien, c'est vraiment mieux d'avoir mis 5 à 10 000 euros de côté. Par exemple, une technique que font un peu des indés, c'est tu prépares un trailer dès le démarrage et tu vois selon la réaction au trailer si les gens ils sont hypés ou pas. Et du coup, rien qu'avec les pubs plus les screenshots, on atteignait les 80 wishlists par jour. Et en fait, ça va aussi beaucoup jouer sur l'éditeur parce que si l'éditeur t'a déjà 15-20 000 wishlists avant de le contacter, ça va le sécuriser énormément. Donc, Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Behind the Game par Scramble, toujours dans la catégorie Industrie Deep Dives. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation éditeur-développeur. Donc si vous êtes un studio et que vous cherchez un éditeur, ou si vous vous demandez comment on fait pour trouver un éditeur et comment travailler avec un éditeur, cet épisode est pour vous. Je reçois pour ce faire Yannick Tavrox, qui a pu travailler par le passé à Goblins Publishing, donc côté éditeur, et aussi dans son propre studio indépendant Tavrox Games. Donc il pourra nous donner un peu la perspective des deux côtés. Donc comment faire pour trouver un éditeur, à quel moment s'y prendre, ce qu'il faut préparer, les tips et astuces et les pièges à éviter. On se retrouve tout de suite avec Yannick dans notre interview. Bonjour à tous, nouvel épisode donc de Behind the Game par Scramble et je reçois aujourd'hui Yannick Tavrox. ouais. Salut Salut, Yannick, comment vas-tu? Je te mets le ça petit va très cheering. bien. Bravo. Merci d'être là aujourd'hui. On va discuter donc de la relation éditeur-studio. Donc en Ouais, gros, comment ça se passe quand on a un studio de développement et qu'on cherche un éditeur, et inversement, côté éditeur, comment ça se passe pour trouver des studios avec qui bosser. Donc on revient sur ton expérience qui est pertinente par rapport à ça, parce que tu as vu un petit peu les deux côtés, si je ne ouais, m'abuse. c'est ça. Et donc voilà, comme je disais, on essaiera d'avoir une approche un petit peu chronologique de cette relation donc éditeur-développeur, en commençant par le avant, qu'est-ce qu'on fait avant d'aller pitcher un éditeur, etc., comment on se Ouais. prépare, le pendant, qu'est-ce qui se passe pendant la relation avec l'éditeur, comment on gère ça au quotidien, et puis le après la release, comment on gère la suite. Mais avant tout, je propose de commencer par une petite présentation de qui tu es. Et alors, avec une première question, je pense qu'il est sur les lèvres de tout le monde. Pourquoi Tavrox? D'où est-ce que ça vient, ce surnom? Je sais même plus. Tu sais, c'est les C'est vrai? pseudos qu'on choisit Eh quand on est oui, dans le jeu vidéo, qu'on choisit au début, on n'est plus trop sûr. Et puis, je c'est sais vrai. plus, franchement, honnêtement. Très bien, mais c'est perdu dans l'histoire. C'est Mais ça ça. restera comme ça. Faudrait que j'invente un background pour que ce soit Mais oui, stylé, mais une petite histoire, ouais. Il y a un vieux monsieur avec une barbe qui est venu te voir, qui t'a posé les nuits, comme ça. non, bah en gros, pour moi j'ai démarré par du level design sur Trackmania. En fait, quand j'étais au lycée, collège-lycée, je Ok, faisais des petites Nadeo. maps avec des potes et puis j'ai rejoint des communautés créatives. Ah ok, tu Et faisais ça en amateur de ton côté, c'est ça? c'est ça. Ok, Et en fait, ça m'a donné cool. un peu envie. Mon frère, il commençait à rentrer aussi à cette époque-là à l'Engmin, Mhm. donc une école nationale du jeu vidéo qui est assez connue. Ouais, tout à Et fait, du coup, il Angoulême. m'a un peu indiqué bah, comment devenir potentiellement game designer. Et parce que le level designer m'intéressait aussi beaucoup. Par Mhm. exemple, je faisais aussi, là c'était plutôt au lycée, sur Team Fortress 2 et Counter-Strike, je commençais à bricoler des maps avec un moteur qui s'appelle Hammer. Ouais, Et du coup, je me suis dit, bon, bah, la piste. J'ai fait un DUT SRC, donc plutôt orienté multimédia, qui s'appelle MMI aujourd'hui. ok. Après, j'ai fait une licence pro de game design à Bobigny, une licence très chouette qui en plus est une licence publique. J'ai Ouais. tenté l'Engmin,
et j'ai raté l'Engmin. Enfin, j'ai raté D'accord. le concours de l'Engmin. Ok. Du coup, on s'est dit avec des potes qui faisaient l'essence avec moi, bon bah on fait quoi? Donc en fait, on a créé un studio indé. Il y en a qui avaient du chômage, moi il y avait mes parents qui m'aidaient pendant un an, voilà, pour compléter un peu mes études. Ouais. Et on s'est lancé dans ça, et c'est là que j'ai découvert Unity en 2013 sur Ok. Unity 5. Et j'ai commencé à coder. Je faisais aussi du code en Flash, un Ok. peu tout ce qui est game design, marketing, etc. Et au fur et à mesure, j'ai trouvé du taf dans du serious game, dans une campagne Kickstarter pour Machiavelli Lane en 2014, Mhm. 2014-2015. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai fait différents projets en freelance, en tant qu'employé. Notamment en freelance, j'ai fait Double Kick Heroes, Ok. un jeu de rythme avec du métal. Et après Stylé. Battle Right, j'ai été 9 mois French Marketing Manager sur Battle Right, un très gros jeu, un très gros MOBA, Ok. donc qui m'a permis d'avoir des bonnes expériences. Ouais. Et ensuite, j'ai fini par rejoindre Goblins Studio. J'ai encore le t-shirt, moi j'ai même pas fait Ouais. exprès, mais j'ai encore le Le t-shirt. branding. C'était très cool. J'ai passé 2 ans chez eux. Ah oui, aussi entre temps, quand j'étais freelance, enfin avant d'être freelance, j'ai passé 6 mois chez Plugin Digital, 3 à Ok. 6 mois, je sais plus exactement. Ok. Donc j'ai bossé chez 2 éditeurs différents, sur un gros jeu, sur des plus petits jeux, et j'ai bossé en tout sur une vingtaine, trentaine de jeux indépendants. Ok. Donc c'était chouette. Et puis au d'un moment, je me suis dit, bon, bah, je vais faire mon deuxième jeu indé, parce que le premier, il était sorti en 2014-2015. Et bah, je me suis dit, bon, bah, let's go. Je travaillais à mi-temps chez Goblins, enfin à 3 jours semaine, Ouais. et je faisais à côté mon studio indé jusqu'à pouvoir me lancer euh, avec la bénédiction de Goblin Studio, on va dire. Ah ok. Ah, c'est pas mal comme deal ça. Bah ouais, c'est très cool. Donc on continue à bosser ensemble avec Goblin, ça se passe très bien, et c'est Ok. un éditeur voilà, que je respecte beaucoup aussi par rapport à Ouais. leur approche. On pourra en parler aussi après. Ouais, carrément, ouais. Ils sont dans l'Est, c'est ça, Goblins? C'est ça, ils sont à Youth, Ok. mais, euh, mais ils travaillent en télétravail. En fait, c'est aussi là où Ah j'ai ok. pas mal bossé en télétravail. Et on avait, en fait, pré-Covid, déjà, on faisait que du télétravail et ça se passait très bien. Ah ok, Mais ça donc, marche. Ah oui, donc il n'y voilà, a pas eu de changement d'habitude post-Covid chez Goblins, quoi. c'est ça, Vous étiez déjà organisé, hein, ok. Très bien. c'est ça, ça aide. D'accord, et donc du coup là, actuellement, donc c'est toujours ce type à ton compte et aussi tu continues à bosser côté éditeur Alors avec Goblins. actuellement, du coup, j'ai créé ma boîte il y a 4 ans. Ok, Et on a fait plusieurs projets de prestations. On bosse en marketing, en développement, ok. en production complète aussi. Donc on va dire qu'en gros, on a fait donc Neurodeck, qui est sorti sur PC et Switch. Mhm. Ensuite, on a fait les DLC de Legend of Keepers, qui est un jeu édité chez Oui, Goblins. tout à Et fait. puis après, on a fait, là on est sur Creeping Deck, un jeu qui est sorti en Early Access, Ok, et Overboss, qui est une commande pour Goblins. Et là, on est en train de réfléchir avec différents partenaires au prochain contrat, qui pourrait être une production complète. ok, Donc super. pareil, on a vu un peu toutes les étapes, de la pré-prod à la prod, au shipping. Et c'est qu'une des spécialités qu'on fait nous, c'est un peu se caler un peu sur le côté Goblins, c'est stratégie, tactique, Hmm, des jeux un peu costauds, et aussi d'avoir une production complète en plus du marketing. hmm, Donc notamment en marketing, on travaille avec Arte sur leur partie publishing. ok, Donc on les aide à renforcer un peu leur équipe publishing pour leurs jeux édités en interne. ok, super. Vous êtes combien actuellement dans ta boîte? Donc là, on a été 10 il y a quelques mois, et suite à Ok, la fin des différents, enfin notamment de Creeping Deck, et hmm, à la finalisation d'Overboss, en ce moment on est 5. ok, Ça varie pas mal entre les différents ouais, projets, les fins de prod et tout, donc c'est pas toujours ok. simple de garder une équipe bien complète, mais on Ouais, essaye. bah oui, j'imagine, ouais. Ça va au gré des projets et des financements, j'imagine, C'est mais ça. c'est déjà une bonne taille, ouais, 5 et 10, 5 et 10 on fait des trucs cool déjà à cette, à cette Ouais, taille-là. carrément. Ok, super. Donc, comme je disais en introduction, donc pertinence de ton expérience vis-à-vis du sujet du jour, qui est la relation éditeur-développeur, vu que tu as un peu travaillé des deux côtés. Euh, donc, si ça te va, je te propose de commencer par la partie du coup avant. Qu'est-ce qui se passe dans un studio avant d'aller pitcher un éditeur, avant de commencer ses recherches? Et donc, alors peut-être une question un petit peu générique, mais est-ce que tu auras des conseils sur comment se préparer? Par exemple, est-ce qu'il faut déjà constituer l'équipe? Est-ce qu'on a besoin d'un prototype spécialement? Ou est-ce que juste un joli PowerPoint, ça fait le taf? Qu'est-ce qu'il faut en fait? Ouais, alors ça a beaucoup évolué en fait. On va dire quand lancer sa phase enfin, recherche d'éditeur. Ouais, On peut le faire à plein d'étapes différentes. En fait, par exemple, nous récemment, on avait fait une pré-prod
avec un autre studio. On était vraiment avant avant la démo, Ok, pardon, avant les premières phases de prototype de code. On avait quasiment rien en code, que de l'art et du game design. Et on allait chercher, on allait discuter, on allait voir si le projet l'intéressait. ok. En fait, ça permet aussi de vérifier avant qu'on ait trop engagé d'argent dans un Hmm, projet, si le projet est viable et si ça ouais, intéresse aussi les gens. d'accord. Donc en Ah oui, fait donc là, maintenant, pardon, il y pardon, avait rien qui tournait, hein, c'est ça, et pas de prototype, rien c'est du ça, tout. Vous aviez des concept art et des intentions game design et vous essayiez c'est de ça. trouver quelqu'un d'intéressé, quoi. Ok. Et du coup, c'est nous on a là, c'était un peu l'expérience où en fait, tu peux avoir des studios qui arrivent à financer avant, donc pendant la pré-prod. Il y en a qui arrivent à financer pendant la prod, donc trouver un Ouais. éditeur pendant la prod. Il y en a qui arrivent à trouver un éditeur vraiment à la toute fin. Limite, le jeu Hmm. il va sortir dans 15 jours. Ah ouais. Bah, du coup, on prend ce jeu, par exemple, sur certains jeux chez Goblins, bah, on a trouvé ces jeux assez tard, ce qui permet Hmm. aussi de dire, bon, bah, toute la prod est faite, Ouais. toute la préparation est faite, nous, on va donner un gros boost à la toute Hmm. fin. Ça peut intéresser les éditeurs quand ils voient qu'un jeu est intéressant. Ouais. Donc voilà, J'imagine que du coup, il y a moins de risques à prendre côté éditeur quand tu arrives à la fin parce que le jeu est déjà fait. C'est facile c'est de ça. Et représenter. souvent, Et du tu coup, payes tu as quand plus même le cher, risque quoi. d'arriver. Ouais, ok. Ouais. Puis ok, pour les studios, par contre, du coup, les mecs, ils étaient pas fébriles de pas avoir d'éditeur à genre 2 semaines ou un mois de la release. Bah si, c'est aussi pour ça Ils qu'ils prennent le risque. cherchaient. Ouais. Ok. C'est vrai que c'est là où c'est un peu spécial, c'est que l'industrie, elle peut pas mal varier sur ça. Tu vois, il y a Ouais. 1 an, 2 ans, il y avait beaucoup d'acquisitions, beaucoup de financement, et cetera. C'était facile à trouver. Hmm. Là, ces 3-4 derniers mois, ça commence à ralentir un petit peu. Ouais. Donc ça peut aussi pas mal varier selon l'industrie. Hmm. Donc clairement, il y a vraiment de tous les cas possibles. Faut pas se dire: Ouais. «Voilà, Ok. je suis trop tôt, je suis trop tard dans la production» et Hmm. cetera. Tout est possible. Par exemple, il y a un mythe qui tourne parfois, c'est, on peut pas financer sans vertical slice ou Ouais. sans démo. Hmm, Ça hmm. pareil, c'est un mythe, mais ça reste accessible à des plus gros studios qui ont déjà du track record. Donc le track record, c'est quand on a fait des Hmm. jeux, des projets, on a de quoi montrer, ou qui Ouais. ont pas mal de financement et qui sont déjà assez stables en termes de gens ou de financièrement. Et là, les éditeurs, ils prennent moins de risques à se dire, bon, ce studio il a déjà sorti des jeux, donc on peut Hmm. les financer tôt. Donc c'est vrai que ça va vraiment beaucoup varier et faut pas trop se mettre des portes quand on va Ouais. chercher des Ok. financements. En fait, le plus important, c'est on va chercher de l'argent, aider un éditeur, parce que c'est pas que de l'argent, Hmm. quand on a une bonne démo, un truc cool à montrer et qu'on sait qu'on va pouvoir convaincre. Si Ok. on va avec un truc trop faible, bah ça va vite se voir et ça va vite se ressentir, quoi. Ouais. Encore une fois, à moins qu'on ait le track record derrière pour justifier que derrière, vous inquiétez pas, ça va être cool. Mais si c'est ton premier jeu, ton premier studio, ça va peut-être être compliqué, C'est quoi. ça. Ok. Mais effectivement, sur quand tu arrives vers la fin, etc. Bon, alors peut-être que c'est pas un choix conscient et qu'ils avaient du mal à trouver un publisher, etc. Mais se pose la question du coup de comment tu finances tout ça jusqu'au moment où tu fais rentrer le publisher, quoi. Bah exactement, c'est en fait c'est un peu souvent des fois développeurs pardon, vont chercher la dernière roue du carrosse en disant bon bah il nous faut un éditeur quand même parce qu'on n'a pas envie de Hmm. gérer le marketing. Des fois ils ont Hmm. peur de gérer le marketing eux-mêmes aussi. Ouais. Donc il y a ce côté, des fois l'auto-édition vaut mieux parce que tu auras un mauvais deal avec un publisher. Hmm. C'est que ça c'est pas forcément facile aussi à négocier. Donc moi des fois j'aide Ouais. des indés à dire bon bah on va analyser ensemble quels sont tes budgets, quels sont tes coûts, est-ce que ça vaut le coup de s'auto-éditer ou pas. Hmm. C'est pas toujours simple, mais bon, on Ouais. essaie de faire au mieux, quoi. Ok, parce que moi, enfin, je connais pas moins le monde de l'édition, mais là, par exemple, le monde de la startup, pour nous, il y a un peu ce côté-là aussi où si tu vas aller chercher du financement assez early, au final, comme l'investisseur prend plus de risques, il a tendance à Ouais, négocier plus durement sur les termes. exactement. J'imagine que c'est un peu pareil quand, pour un éditeur. C'est exactement ça. C'est, heu, c'est qu'est-ce que tu as à montrer, qu'est-ce que tu as à vendre aussi derrière. Ouais. Par exemple, nous, tu vois, par exemple, vu qu'on a une équipe marketing, bah, on dit, ben, dans ce qu'on vend, il y a aussi le fait qu'on puisse être un peu autonome sur ce Hmm. qu'on fait si jamais il y a besoin. Bon, il y a pas toujours besoin, mais ça peut être aussi un élément intéressant pour certains éditeurs qui se disent: «Bon, bah, eux, ils savent aussi communiquer par eux-mêmes». En fait, il y a ce piège des fois chez les développeurs, c'est de tout laisser au publisher et dire bon bah c'est bon, j'ai un publisher, il va tout faire. Non, Ah oui, ouais. ça reste des chantiers dont il faut s'occuper aussi, quoi. Ok. Et du coup, les leviers qu'ont les éditeurs pour négocier, ça va être quoi? Ça va être sur le pourcentage de revenus chers, sur le budget avancé, sur C'est un exactement planning ça. de prod, sur ce genre de trucs? C'est exactement ça les trois un peu. C'est bah, budget, scope, Hmm. euh, temps de production et ouais, revenu cher. Donc Ok, c'est un peu ces quatre là, on va dire. ok. Ça peut être négocié aussi un peu comment l'investissement, je dirais créatif ou euh, j'allais dire l'ingérence, mais c'est peut-être un mot un peu Ouais. négatif du publisher sur l'équipe de développement. Comment?
Comment Bah, c'est une bonne la relation question se parce que négocie? c'est un élément qui a été très important, il y a 5-10 ans. Parce qu'en Ouais. gros, avant, les publishers, ils étaient trop dans le créatif et ils mettaient beaucoup Mmh. de contrôle créatif. Ça s'est vraiment baissé il y a 4-5 ans et là, ça revient un petit peu, je pense aussi, parce qu'il y a une forte demande de ligne éditoriale de la part des joueurs. Mmh. Tu vois, chez Goblins, par exemple, on a assumé aussi de dire: «Vous faites le jeu, c'est votre jeu évidemment, mais nous, on envoie des retours, on fait en sorte que le jeu, il est bien testé chez nous, Ouais. et on donne aussi on essaie de donner une patte Goblins derrière à comment Ouais. le jeu est publié» et c'est important parce que les joueurs le sentent vraiment aussi Mmh. beaucoup ça dans la ligne éditoriale. Donc Mmh. c'est pas toujours simple en effet et selon Ouais. les éditeurs, par exemple, tu vois, si tu vas chez Devolver Digital, tu sais que le jeu, il faut qu'il ait une patte un peu spéciale Ouais. et si tu vas chez d'autres éditeurs, je sais pas, genre Iceberg, Mmh. tu sais que ça va être plus large, donc ça va être plus, Ouais. Chacun a un petit peu sa spécificité, sa ligne édito qui lui c'est doit se ça. retrouver dans le truc, quoi. Au niveau de l'équipe, est-ce que, c'est OK d'aller voir un publisher et de lui dire, «Bon, bah, là, par exemple, on est 2 ou 3 ou je suis tout seul éventuellement et bah, si vous me financez, je monte l'équipe et en avant»? Ouais, complètement. L'idée, c'est que en fait, l'éditeur, lui, faut qu'il ce qu'il faut qu'il et pardon, il faut que ce qu'il voit, ce soit un truc cool. Donc, il Ouais. faut que lui, quand tu lui présentes, ce soit sympa, ce soit fun à jouer. Et limite, si tu joues 20-30 minutes et par contre l'expérience elle tabasse, Ouais. l'éditeur, en fait, quand tu négocies, il faut que l'éditeur il se dise: «Ah, il faut que j'ai ce jeu avant les autres, et il Mmh. faut que je le signe en premier.» Ouais. Parce que si ça commence à se dire: «Bon, bah, je pourrais laisser passer ce jeu, c'est pas grave, etc.», Mmh. bah là, tu vas perdre les gens, enfin, tu vas perdre les éditeurs tout simplement. Ouais. Donc là, concrètement, l'équipe, elle a pas besoin d'être énorme, elle a pas besoin d'être toute petite, mais il faut que ce soit très complet pour ce que tu vas montrer. OK, ça marche. Ce qui peut, à mon avis, ne pas être, facile à trouver un peu cette espèce de sweet spot entre, bah, si on peut pas passer 10 ans de prod sur un sur un proto pour montrer que c'est cool, mais en même temps, on veut pas le montrer trop early parce que sinon il y a l'aspect un peu déceptif de c'est du work in progress, quoi. Comment Ouais, est-ce qu'il y a un moment où tu sais, bon là, c'est good enough, pour montrer à un éditeur ou, est-ce que tu as des bah, recommandations sur le je sais pas, temps de jeu, qualité? Est-ce que ça doit être une vertical slice d'un truc ou? je crois que un peu dans le monde de Startup, ils appellent ça un peu bootstrapper aussi un Ouais. projet. Il y a ce côté, bon bah, quand tu lances un projet avant qu'il soit financé ou édité, quels Mmh. sont les moyens que tu y mets, quels sont les moyens que tu y mets en termes humains aussi, est-ce que Mmh. tu vas trouver des associés, est-ce que tu vas trouver des gens. Donc il y a vraiment ce côté où euh, c'est pas forcément simple, mais il faut aussi se dire, ça va refléter le scope et le projet final, les premières phases de pré-production. Donc si tu as OK. envie d'un gros truc, par exemple, si tu fais un RPG japonais qui va Ouais. coûter 3-4 millions, mais que tu es tout seul et que Mmh. tu mets 3 mois dessus, bah ça Ouais. matche pas. OK, OK, ce Donc que tu dis, c'est que à un moment donné, de toute façon, in fine, tu vas être limité par, ton budget quasiment ou ce que tu peux allouer à cette démo et c'est que ça, c'est faut être un peu malin sur, bah, par rapport à ce que je peux produire, je vais viser ça, quoi. complètement. Effectivement, un MMORPG, 3D, sur Unreal, potentiellement, ça va être compliqué si tu tout seul, quoi. De toute façon, aujourd'hui, il faut vraiment essayer de tricher au maximum par rapport au scope du projet, à ce que Ouais, tu arrives à produire et à ce que tu arrives à donner comme démo. ouais, Moi, par exemple, j'ai bossé avec les gens de Mijou Games, avec qui on discute assez souvent, et eux, ils ont fait vraiment tout en interne. Enfin, il y a ce côté très bootstrappé justement, mais ouais. derrière, ce qui se produise à la fin, ça va être incroyable. Il y a des dizaines d'heures de jeu Mmh. alors qu'ils sont que deux à la Ouais, production. Donc c'est vraiment arriver à faire le maximum avec le minimum. C'est très important dans ouais, le jeu vidéo. Et ouais, c'est un skill que tu acquiers aussi au fur et à mesure, quoi. ouais, bien sûr, ouais est-ce que, la plupart du temps, genre ce prototype, cette vertical slice, c'est vraiment on fait les trucs quick and dirty et puis ce sera jeté après, c'est juste pour signer un éditeur et on repart de zéro en prod, en mode proto? Ou est-ce que c'est déjà poser les bases de quelque chose qui sera, scalé après, enfin sur lequel, tu continues à construire après? Comment tu abordes un peu ce prototype-là ou cette Bah, vertical c'est une slice? très bonne question parce que je pense que c'est une formule qu'on n'a toujours pas trouvée au final. Ouais, T'as des développeurs, ils se disent, bon, bah, le code du proto, c'est le code du proto, on va tout jeter, on va tout refaire, etc. Comme ça, on a l'architecture parfaite. ouais, Moi, j'avoue que j'aime bien avoir déjà dès le départ un proto parce qu'il y a ce côté où c'est très vivant, c'est un peu comme moi je le vois un peu comme un potager où ouais, tu démarres, ça enrichit la terre, mais en même temps, bon, ça devient un peu un bordel au bout d'un moment. ouais, Mais tu retapes des trucs, tu refactorises et tu refais pour que ce soit propre à la fin. Et ouais, même si c'est pas parfait à la fin, bah ça te fait des légumes qui poussent.
Mmh. Mais il y a des gens aussi qui arrivent très bien en se disant: «Bon, ben, je vais planifier mon potager de A à Z. Ouais, Ça, il y aura tel truc, là, il y aura tel truc, là, il y aura tel truc». Une fois que ouais, j'ai tout préparé, bam, je tout ouais, fais tout à la chaîne. Ça dépend pas mal de la ouais. philosophie de développement aussi derrière, Ouais, donc j'imagine qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les 2 côtés, quoi. c'est Potentiellement, ça. si tu prépares tout et tout, après ta prod sera un peu plus solide, un peu plus rapide parce que tu repars pas de zéro, mais en même temps, tu as perdu, entre guillemets, «tout ce temps-là» à préparer et qui se verra pas directement dans la démo, je pense. De l'autre côté, bah, si tu es allé pleine balle sur ton proto, tu as peut-être quelque chose d'intéressant à montrer plus rapidement. Par contre, après, quand tu vas repartir en prod, potentiellement, si tous les trucs, sont tenus, avec du scotch, ça va peut-être être compliqué. Enfin, il va y avoir j'imagine un temps de refactoring, derrière assez Bah, surtout conséquent, que quoi. tu vas résoudre ou répondre à beaucoup de questions pendant la production, pendant la pré-production, Mmh. et tu peux pas tout savoir en avance, en fait. Il y a beaucoup de choses, par exemple, le game feel, ce Ouais, qu'on sent dans le jeu, dans la boucle de ouais, gameplay, comment ça se joue, et cetera. Ça, tu le vois vraiment pendant la pré-production et la production. Même ouais, des fois, jusqu'à tard dans la production, tu continues à travailler le game feel. ouais. Donc, tu peux essayer de faire un maximum, mais pas tout le temps tout faire. Selon les Mmh. types de jeux aussi, ça change beaucoup. Donc, Ouais, oui. J'imagine, ouais, ça peut peut-être être plus compliqué sur des jeux, je dirais, méta heavy où tu dois ouais, montrer toutes tes boucles enfin, une imbrication de système, tu sais, assez complexe avant que le fun commence à émerger un petit peu. ouais. Euh, Bah, par je exemple, sais sur pas, un du coup. roguelike, si t'as genre, on va dire que t'as un palier de contenu qu'il faut atteindre pour que ce soit intéressant. Ouais. Par exemple, sur les cartes, là, nous, on fait un jeu de cartes. Bah, en Mmh. dessous de 30-40 cartes, t'as pas assez de diversité pour faire des combos, Ouais. etc. Donc, ouais, c'est vrai que pour revenir un peu au sujet de l'éditeur, il y a ce Mmh. côté, quelle quantité du scope quel scope par rapport à ce que tu veux faire, quelle quantité de contenu. Et c'est vrai que c'est assez crucial. Des fois, tu vas avoir un éditeur qui va te dire, bah, en fait, là, il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas assez de cela. Mmh. Des fois, ça peut être une excuse pour l'éditeur, juste pour dire: «Ah bon, bah, on aime moyen le projet, mais on essaie Ah ouais. de trouver pourquoi». Sans être forcément Ouais. une excuse, malhonnête, mais juste Ouais. une raison. Ouais. Par Manque de exemple, nous, on contenu. Mmh. avait au bout d'un moment, on avait cherché un éditeur pour un projet à 1 million sur un RPG avec, un studio bordelais, et ils Mmh. nous ont dit: «Bon, bah, il y a pas la méta boucle de roguelike, du coup, on veut pas Ouais. forcément le signer sans cette boucle-là». Et du OK. coup, développer cette boucle-là, ça coûte encore très cher, donc Ouais. Ah essayer de oui. faire en sorte qu'ils s'engagent, dès que possible. Mais Ouais. des fois, il y a certains éditeurs qui veulent vraiment avoir le truc parfait avant de Ouais. signer, et ça, c'est mauvais signe en général. Et vous vous en êtes sorti comment de cette histoire Bon, on n'a de pas réussi à boucle? signer finalement, Ah OK. Ouais. Ouais, j'imagine que malheureusement, là, tu es dans un choix un peu, complexe face à ce genre c'est de ça. situation. OK, et tu disais bootstrap tout à l'heure, c'était intéressant, pour faire le lien avec les startups. Donc c'est quand tu as pas de financement, hein, quand tu t'autofinances au début ou avec les aides de l'État et cetera. Il y a vachement ce côté dans les startups, tu sais, si tu pas, il y a une espèce de quote qui dit: si tu pas honte de ton produit quand tu sors, c'est que tu l'as lancé trop tard», quelque chose comme Ouais. ça. Est-ce qu'il y a ça aussi un peu pour le proto du jeu? Est-ce que vraiment tu dois aller voir, un éditeur le plus vite possible, ou est-ce que tu dois prendre le temps au final d'avoir une expérience un peu plus polish? Toi, tu avais l'air de dire que c'était plus le deuxième, qu'il fallait pas hésiter à prendre un peu de temps pour polish son En expérience. fait, Comment tu mets le faut critère? quand on démarre, dans l'industrie, il faut pas sous-estimer, ou en tant qu'indé, on va dire, faut pas sous-estimer le fait que les éditeurs, ils peuvent voir plusieurs fois un projet. Ouais. Dans le sens où tu peux la faire tester une fois, 2 fois, 3 Mmh. fois. Bon, en général, au-dessus de 3, en général, ils vont un peu râler. Mais Ouais. à ce côté, les projets, ils sont en perpétuel mouvement. Et Ah moi, oui. de plus en plus, je teste très tôt le concept, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Mmh. Là, j'ai testé un concept qui était très tôt dans la pré-production, parce Ouais. que tu sais si l'éditeur, il va plutôt s'intéresser à telle ligne ou tel angle, Mmh. et OK. tu vas pouvoir aller appuyer sur cet angle-là si Mmh. jamais tu penses que l'éditeur, il est vraiment intéressant pour ça. Ah OK. Moi, de plus en plus, je conseille aux indés de se dire: «Bon, bah, je vois tel éditeur, il pourrait avoir tel type de financement». Je sais Mmh. pas, imaginons, tu veux aller voir Focus, ils Mmh. prennent pas de projet en dessous d'1 million, par exemple. Ouais. Du coup, tu vas essayer de scaler ton projet pour Focus, pour Mmh. pouvoir rentrer en lien édito, et tu vois, il peut y avoir ce côté, cibler un Mmh. éditeur pour aller Ouais. discuter avec lui régulièrement, sur OK. différents sujets, quoi. Donc même ça peut être est-ce que ça peut être une façon de commencer un peu la relation avec l'éditeur, de commencer à lui montrer des trucs, même si c'est un petit Ouais. peu early, en lui disant: «Bon, bah, là, disclaimer, c'est pas exactement ce qu'on voudrait faire, mais bon, commencer à les intégrer un petit peu dans le processus, ça peut être intéressant». Ouais, complètement, complètement. Bah, c'est aussi là où faut se dire que les éditeurs, c'est des gens avec qui on va travailler plusieurs fois, potentiellement. On va les voir à des événements, et cetera. Donc, faut vraiment créer une relation de confiance. Ouais. Parce qu'en gros, si tu veux, un éditeur, quand il signe un jeu, est-ce qu'il a confiance dans le projet? Est-ce Mmh. qu'il a confiance dans l'équipe? Est-ce qu'il a confiance
le contexte, le marché, on va dire. Ouais, Et ok. mine de rien, ces 3 points-là, ils sont vraiment intrinsèquement reliés et Hmm, il faut vraiment faire cette trinité-là pour signer un jeu. ok. Ah, Et intéressant. des fois, tu peux avoir confiance dans l'équipe en tant qu'éditeur. Ouais, Du coup, c'est peut-être pas forcément ce projet-là, mais le projet d'après. ok. Et des fois, tu peux avoir confiance dans le marché. Le jeu, il est moyen, Ouais, l'équipe est moyenne, mais le marché, il est top. ok. Donc, faut vraiment avoir les trois si possible. Mais Ok. bon, Ah, il faut avoir les trois obligatoirement ou tu penses qu'il y a des éditeurs qui peuvent faire non, tu peux faire un peu juste un avec mélange deux de tout Ok, ça. Ça dépend ça vraiment. En marche. plus, tu as des Ouais, éditeurs qui sont très peu orientés marché. Par ouais. exemple, chez Goblins, on passait et ils passent toujours beaucoup de temps à se dire bon, bah, il y a tel type de jeu avec telle feature. Qu'est-ce qui ressemble? Qu'est-ce qui est intéressant? Est-ce que Hmm, ça se vend? Etc. Et t'as ok. d'autres publishers qui regardent vraiment pas trop ça. Ils se disent juste bah, est-ce que le jeu est cool? Ou est-ce que l'équipe est cool? Tu vois, par exemple, Hmm, Devolver, ils vont souvent travailler une deuxième fois avec les équipes qu'ils ont déjà bossé hmm, parce qu'ils savent que l'équipe elle est bien et qu'elle est ok. porteuse. Donc par exemple, il y a quelques exemples là-dessus. Il y a Sifu et Ouais, Absolver. Donc Absolver, c'est le premier jeu de Slow Clap. Bah, ok. derrière, pour travailler sur Sifu avec Devolver, ça se passe bien. Et Ok. Devolver, ils ont beaucoup une approche team-based, Hmm, dans le sens où ils vont bosser souvent avec les mêmes équipes pour ok. continuer la collaboration, quoi. Et du coup, c'est dans le package aussi que tu dois préparer. On avait parlé de prototype, etc. Est-ce qu'il faut inclure aussi un côté étude de marché, etc. Ou est-ce que c'est l'éditeur au final qui se fait son opinion vis-à-vis du jeu? Ou est-ce que en tant que développeur, tu dois faire un peu tes devoirs Bah, avant c'est une bonne d'approcher l'éditeur? question parce que ça a pas été tranché vraiment. En fait, il y a des Ok. éditeurs qui apprécient que tu aies l'étude de marché. Il y en a qui se disent bon bah de toute façon je vais la faire moi-même l'étude de marché ou alors je fais Ouais. pas forcément confiance à ce que dit le développeur parce qu'il peut survendre. Hmm. Si tu peux aussi donner des bonnes pistes en tant que développeur pour dire voilà il y a ce marché-là et en même temps c'est vraiment un peu au cas par cas. Donc je conseille d'en faire une Ouais. petite étude de marché. Nous on en fait un petit peu aussi des fois pour certains studios qui veulent aller pitcher à des éditeurs. Ouais. Donc faut en faire une petite quand même pour vraiment aussi se dire en tant que développeur est-ce que je vais pas dans le mur, Ouais. mais c'est pas obligatoire. Ok. Donc c'est un peu un bonus. Si tu Ouais. peux l'avoir, c'est mieux. Ok. Sinon, ça passe sans aussi. Ça marche. Et est-ce qu'il faut un peu la même chose sur un plan de staffing, un budget, un truc comme ça? Est-ce qu'il faut préparer un Ouais, petit le peu? plan Ouais. staffing et le budget, par contre, ça c'est indispensable. Ok. L'éditeur, il veut savoir. En fait, ce qui est bien, ce qui est pas mal en général, c'est de présenter deux ou trois scopes. Ok. Donc, par exemple, un projet à 200 000, un projet à 500 000 ou à 1 million. Et puis tu dis, voilà, bah, qu'est-ce que qu'est-ce qui vous intéresse vous? Hmm. Nous, on peut faire scaler le projet selon ça et ça. Ok. Mais afficher trop de scaling, ça peut aussi être un mauvais signal pour l'éditeur qui se dit, bon, bah, l'équipe, elle sait pas ce qu'elle veut vendre. Hmm. Donc ça pareil, ça peut être un peu à jauger selon qui t'as en face. Ah ouais. Ok. Par exemple, si tu as un scope à 200 et un à 1 million, ou on va dire 500 et 1 million par exemple, Hmm. et bah celui à 1 million, tu vas le présenter à Focus, mais pas celui à 500 000. Ah oui. Ok. Celui à 500 000, tu peux peut-être le présenter à Goblins, etc. Donc il y a ce Ouais. côté, différents éditeurs ont différents moyens. Hmm. Ok. Et par exemple, je sais pas, un Focus, aujourd'hui, ils vont plus trop mettre juste 100 000 sur la table. Ouais. Donc C'est ça trop sert petit, à rien c'est de leur intéressant. présenter un scope Hmm. trop petit, quoi. Ok. C'est intéressant de pouvoir présenter plusieurs options comme ça. Ça peut être un bon tips. C'est ça. Ensuite, moi, je bosse pas chez Focus, hein, donc c'est un peu Ouais. l'expérience que j'ai eue avec Ok. différentes phases de pitching. Ouais. Donc voilà, il faut vraiment se référer à ce que eux ils cherchent en temps et en Ouais. heure, ce Ok. qui peut d'ailleurs beaucoup évoluer. Ouais. Mais voilà, je parle pas pour eux, mais c'est un peu voilà, du retour Ouais, bien d'expérience, quoi. sûr. Ok. Et du coup, tu parles beaucoup de, il faut faire attention à quel éditeur on approche et ça change la façon d'approcher l'éditeur, etc. Comment on fait pour savoir un peu ce qu'un éditeur va rechercher? Bah ça, Type de c'est projet, scope, l'expérience budget. et Ok. regarder les jeux en fait qu'ils ont fait tout simplement. Ok. Et aussi discuter avec eux, voilà, leur demander clairement ce qu'ils recherchent. Ouais. Euh, et c'est vrai que je pense que c'est un peu la tendance du moment. On va dire que il y a 5 10 ans, tu pouvais shooter ton même jeu et à 15 30 éditeurs différents et ils Ouais. faisaient un peu leur sauce. Et aujourd'hui, si tu arrives à adapter pas mal, tu peux avoir quand même touché un peu mieux bah, le cœur de ce que cherche l'éditeur. Et l'éditeur qui se projette à Hmm. fond dans est-ce que je vais signer ce projet ou pas. Donc, surtout qu'il n'y a pas tant que ça des éditeurs, il y en a ouais, Ouais. 30 40. Ouais. Donc, au final, Oh, à quelle échelle? Tu dis France, Europe, de toute monde? échelle, on va dire, en Ok. fait, on va dire des éditeurs sérieux qui ont un peu Ok. d'argent au-dessus de 100 000, on va dire. Ouais, il y en a une trentaine, quarantaine. Ok. Il peut y en avoir plus, il peut y en avoir moins, voilà, ça dépend un peu de Ouais. ce qu'on jauge. Parce qu'en plus, des fois, il y a des distributeurs qui sont là-dedans. Hmm. Tu vois, comme Plugin Digital, ils ont une activité de distribution et d'édition, mais ils ont aussi une Ok. activité de distribution où ils financent des projets.
Donc voilà, c'est un mélange des fois Ah de oui. beaucoup de choses, c'est pas toujours, facile à naviguer là-dedans, mais voilà. OK, tu recommanderais du coup de chercher un éditeur français quand on est en France ou ça a pas Non, beaucoup faut d'impact, vraiment aller chercher à l'international, ouais, ouais. OK. Hem, Il y a Ça des clairement opportunités, même, je dirais même qu'il vaut mieux un éditeur international ah ouais? parce que, ben, pour aller viser, par exemple, tu vois, un des problèmes des fois des devs français, c'est le côté, localisation et attaquer Ouais. aussi le marché chinois Mmh. ou le marché américain. Et un Mmh. éditeur américain, il aura vraiment des réflexes qui sont très différents Mmh. d'un éditeur français, donc non, faut vraiment aller chercher partout, quoi. OK, ça roule. Du coup, peut-être pour conclure cette partie, quels seraient un peu les red flags, côté développeur et éditeur dans cette première approche, de collaboration? Est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis, peut-être commencer par côté éditeur? Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, «Oh là là, ça va pas le faire»? Tu disais peut-être s'il y a un des piliers, équipe, scope et je sais plus quel était le dernier, mais s'il y a un de ces piliers-là qui marche pas peut-être? Marché? Ouais, marché, ouais. Du coup, bah, peut-être en tant qu'éditeur, un red flag, ça sera souvent, le genre de jeu. Par Mmh. exemple, le platformer 2D, bah, en fait, il y en a plein. Il y en Ouais. a des très bien, mais la moyenne marche pas trop. Mmh. Donc il y a un peu ce côté, les genres de jeux, tu sais que ça va être un truc, faut vraiment que ce soit solide derrière, quoi. OK. Il y a aussi le scope, pareil un peu, tu vois, si tu fais un jeu de stratégie à 50 000 €, Mmh. tu vas pas aller très loin, donc souvent ça va aller viser beaucoup plus haut. Pareil, Ouais. si tu fais un platformer à 1 million, bon, ou un platformer 3D, à 1 million, on va dire, Ouais. bah, c'est cool, mais le marché en face, il y est pas. Par exemple, là, tu vois, j'ai discuté avec un gars qui fait un auto-battleur en 2D, Ouais. et Ouais. bah, du coup, il a une proposition d'éditeur qui dit: «Bon, bah, le projet nous intéresse, mais on pense qu'on peut mettre, X milliers d'euros parce Ouais. que ça correspond à la réalité du marché derrière». OK. Donc voilà, les red flags, ça va être le genre de jeu et le scope par rapport Ouais. au genre de jeu, Ouais. OK. et peut-être la taille de l'équipe aussi par rapport à ce qu'il y a en face, OK. voilà, globalement. J'ai l'impression dans ce que tu dis que en gros, c'est la plupart du temps d'être pas assez ambitieux, ça te dessert quasiment. Qu'il vaut mieux j'ai l'impression qu'il vaut mieux shooter un peu plus, haut et à revoir un peu après, plutôt que d'avoir des trucs trop, enfin pas assez ambitieux qui au final n'intéressent pas grand monde. Est-ce que c'est C'est ça. un peu En ça? gros, Ouais, l'idée, c'est qu'un éditeur, en fait, il va avoir, on va dire, un maximum de 10 slots par an, donc il va ouais, avoir 10 jeux à publier par an, globalement. ouais. Parce que déjà, en tant qu'éditeur, publier un jeu par mois, c'est pas mal de taf. Et Mmh. donc, en fait, quand il va grossir, l'éditeur, il pourra pas prendre plus de jeux, forcément, parce que sinon, il va Ouais, perdre en qualité. Et du coup, il va chercher des jeux plus ambitieux, plus aboutis. Il va avoir tendance à investir dans 10 jeux, par exemple 10 jeux à 1 million, plutôt que 20 jeux à 500 000. ouais, Parce qu'il y a ce côté où lui, sa force de travail, elle est pas infiniment scalable. ouais, ouais, bien Et sûr. donc des fois, être plus ambitieux, c'est plus intéressant pour les éditeurs, OK. parce que il faut le bon. Mais en fait, en même temps, les éditeurs, ils veulent le bon jeu au bon prix et ils veulent pas surpayer pour un Ouais. jeu. Donc c'est pas toujours simple à Mmh, faire, mmh mh. Ouais, mais oui, il faut mieux être un petit peu ambitieux. Par exemple, ce que tu as prévu en budget, par exemple 300 000, bah, mmh, pousse-le à 400 000 pour aller chercher un petit peu plus, ouais, ouais. et être sécurisé, quoi. OK, parce que je me dis, il y a peut-être le réflexe, tu sais, peut-être un peu indé de se dire: «Bah, je vais faire un petit jeu pour commencer», tu vois? Un truc avec pas beaucoup de risques et cetera, mais au final, c'est pas particulièrement ce que recherchent les éditeurs, donc des trucs un peu plus ambitieux, qui ont un retour sur investissement plus important, Bah, de toute façon, c'est l'estimation d'un projet, c'est vraiment le plus dur quand tu démarres. ouais, Combien va coûter un projet, combien il va se vendre, combien de personnes il va falloir dessus. ouais, Et c'est clairement les moments où bah, c'est vraiment dur. mmh, Et c'est pas avec plus d'argent qu'on fait un meilleur jeu aussi parfois. ouais, Donc faut faire attention à ça aussi. Mais OK, oui, l'estimation du projet et du budget, c'est le plus dur quand on démarre, hein. ouais, OK, et côté, développeur, du coup, est-ce que, de la même manière, il y a des red flags où quand on commence à aborder un éditeur et qu'il nous demande, je sais pas, X ou Y, là, on se dit, «Oups». Ouais, bah, un red flag, ça va être, en fait, il y a un peu ce côté red flag de quand finir la négociation. Dans le sens où tu vas aller envoyer plein de pitch à des éditeurs Mmh. et il faut vraiment t'attendre à ce que ça prenne 3 à 6 mois. Ah Vraiment, ouais, hein. Parce qu'en dessous de ça, soit c'est des gens très bien comme Goblins qui signent potentiellement assez vite, mais de manière globale, ça va être un petit peu compliqué de signer ah ouais, aussi vite. 6 mois, c'est vachement Donc long. nous, par exemple, tu vois, sur des deals, là, on attend 5 6 mois avant que ça se Ah ouais, signe et que ça se lance. Et c'est vrai que c'est tenir ces 5 6 mois, ouais, c'est compliqué, mais c'est pas forcément un red flag dans le sens où bah, c'est ce qui se passe d'habitude, hein. En mmh, vrai, OK, ça prend du temps, les contrats ils prennent du temps.
la négociation, elle prend du temps. Ouais. Donc les red flags, ça va pas forcément être ces délais-là, mais plutôt qu'est-ce qui se passe pendant cette négociation? Mmh. Est-ce qu'on sent que la personne en face, elle est pas forcément très réactive, elle a pas envie de s'engager, ou alors, on voit que l'équipe, chez eux, ça bouge beaucoup. Ouais. Donc voilà, co c'est un peu comment se passent les négociations et aussi, bah, des fois, est-ce que l'éditeur en face vous fait poireauter, sans handicap? Ouais. Parce qu'en gros, l'éditeur, lui, souvent, il a plus d'argent que toi en tant que développeur. Ouais. Du coup, il peut se permettre de te faire, temporiser. Peut-être, je sais pas si c'est un peu comme ça dans les Mmh. startups, quand on va voir des investisseurs aussi, mais il y a un côté asymétrique et Ouais. faire très attention à cette asymétrie entre, Ouais. chercher des financements Ouais. et puis OK. signer quelque chose derrière, quoi. Et tu penses que du coup, c'est mieux d'avoir sécurisé des financements avant d'aller voir un éditeur? Ouais. Comme ça, tu as un peu moins le couteau sous la gorge Ah oui, oui, que l'inverse? complètement, hein. Bah, de toute façon, Ouais. cash is king, de manière générale. Ouais. Plus tu d'argent pour sécuriser ta prod et mieux tu. Parce qu'il Ouais. y a aussi ça, c'est que quand tu es dépendant financièrement d'un éditeur ou tu es dépendant de la négociation pour avancer, c'est là Ouais. où tu es un peu sous pression, quoi. Ouais. Ouais, clairement. Et du coup, quand tu vas retrouver des conditions moins avantageuses pour toi, ça va être au niveau du quoi? Du pourcentage de revenus share après, du minimum garanti? Oui, c'est Qu'est-ce ça. que ça va Bah, être? souvent, ce qui est discuté, c'est Ouais. les budgets, le partage de revenus et le scope Ouais. du projet. Donc par OK. exemple, tu vois, par exemple, si un là, l'auto-battleur dont je te parlais, ils avaient un Ouais. peu 2 fois moins que ce qu'ils voulaient. Du coup, bah, ils vont diminuer peut-être de 3-4 mois la production, il va y avoir moins de gens et puis en module comme ça, faut rester assez Ouais. souple. C'est pour ça que quand vous préparez un peu vos Excel, ou vos Google Sheets de budget ou de staffing, faut que ce soit au maximum, scalable, changeable, facilement modifiable pour que ça puisse, être changé pour montrer à un autre éditeur, quoi. Ouais. OK. Ça roule. Très bien. Alors on a un petit peu empiété du coup sur la partie, suivante qui était, trouver un éditeur. Hem, alors donc on a pas mal abordé, ce qu'il fallait préparer et cetera. Comment toi tu qualifierais un bon pitch deck? Ou, ce qu'on montre à l'éditeur? Quelles sont les informations principales? Donc on a parlé un peu allocation, budget et cetera, mais sur le jeu en lui-même, qu'est-ce qu'un éditeur va vouloir, voir? Je sais pas, une direction artistique, un contexte, une étude de Ouais, bah, marché? ce que souvent un bon pitch deck, c'est comprendre le jeu et les features du jeu rapidement. Donc Ouais. par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est, avoir la vidéo dans les 3 premières slides. Parce qu'en fait, quand tu parles à un éditeur, que tu lui pitches, il faut qu'il se matérialise ou qu'il visualise ce que tu es en train de lui parler. Et donc des fois, il y a des indés qui font un peu mal leur pitch deck et qui le mettent à la toute fin et en fait, l'éditeur, il se dit: «Ah ben, j'ai entendu parler de tout ton jeu pendant des dizaines de minutes et Mmh. en fait, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais à la fin» et du coup, il Ah y a oui, une forme de déception par rapport à ce qu'il a visualisé. d'accord. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté, avoir les vidéos dans les premières minutes, faire bien comprendre les features, aussi montrer à quel point en quoi ton jeu est original et il va bien se vendre et aussi mettre en avant, bah, l'ADA, le contenu. Tu vois, par exemple, moi, des indés avec qui j'ai bossé, ils avaient plein de concept art très cool et en fait, ils ont rien mis dans le pitch deck final. Ah En ouais? fait, tu dis: «Bah, tout ça, vous l'avez produit, il faut Ouais, c'est faudrait en dommage. être fier et le mettre en avant, quoi». Mmh. Donc voilà, c'est pas vraiment facile de faire un bon pitch deck. Moi, Ouais. le format que je prends en général, c'est 20 slides. S'il y a besoin de retour sur le game design, ce sera un autre, document de game design document qui sera fait pour l'éditeur. Ah oui, OK. Mais voilà, en 20 slides, 1 ou 2 minutes par slide, mettre en avant l'artistique, le gameplay, le son, la musique, la réalisation, Mmh. l'équipe, parler du budget, du marketing et du genre de jeu. Ouais. Et globalement, déjà avec ces ingrédients-là, on a, ce qui fait un bon pitch deck et Ouais. vraiment le faire vendeur aussi, tu vois? C'est tout con, hein, mais avoir des slides qui déchirent et qui donnent envie d'en savoir plus sur le projet, c'est très, Ouais. très important Ouais. et c'est pour ça qu'il faut pas négliger le côté, avoir des illustrations et des concept art et des key art Ouais. très tôt dans la prod pour en mettre plein les yeux et OK. vendre du rêve aussi, quoi. Ouais. Ouais, c'est intéressant ce que tu disais aussi, essayer de combattre un peu le côté, je veux tout mettre dans mon pitch deck, quitte à avoir potentiellement des annexes ou des documents qui font référence à Ouais. des systèmes particuliers. C'est vrai qu'on a enfin, je sais pas, peut-être juste moi, mais j'ai l'impression de temps en temps, tu sais, tu combats un peu l'envie de mettre trop d'infos, sur parce que tu as envie Ah de bah, vendre oui. ton jeu et tu as envie de montrer que tu as pensé à tout, quoi. Mais effectivement, ça rend le truc moins digeste, quoi. Bah, c'est ça et puis il faut concentrer l'attention de ton interlocuteur Mmh. sur, 3-4 points vraiment clés, heu, que la personne va en ressortir avec ces 3-4 points vraiment clés, Ouais. OK. plutôt que 10 où là il va se perdre, quoi. Ouais, OK. Et du coup, on en a un peu parlé tout à l'heure. Je sais pas s'il existe une recette miracle pour ça, mais pour trouver le bon éditeur qui nous correspond, typiquement, je sais pas, je fais un roguelike.
comment je peux trouver les éditeurs qui seraient potentiellement intéressés par un roguelike. Est-ce que c'est un peu contacter tous les éditeurs et voir ceux qui répondent, ou est-ce qu'il y a une façon Ouais, bah, particulière de globalement, ça trouver? va être ça, hein. En fait, tu vas regarder le marché, tu vas aller voir les jeux sur Steam, tes concurrents. De Mmh. toute façon, en général, en pré-prod, le mieux, c'est de faire une partie d'analyse et d'étude de marché. Comme Mmh. ça, tu vois tes concurrents, qui a édité ses concurrents, Ah oui. et tu peux aller voir comme ça, ben, à qui aller parler. Ah oui. Globalement, Ah c'est oui. vraiment te Ouais, c'est baser pas mal sur ce qui ça. est sorti, Mmh. quoi. Mmh. OK. Ensuite, quand tu as un peu plus de réseau, tu peux savoir en avance s'il y a des deals un peu cachés, s'il y a des éditeurs qui sont pas encore lancés, mais qui vont se lancer bientôt. Mmh. Et c'est là où limite le réseau joue beaucoup. Ouais. Mais bon, parce que tu vois, par exemple, là, on parle par exemple de Astra Games, qui Ouais. un peu se lance sur le puzzle game, etc., qui est pas encore très connu, mais qui a un peu de budget pour des jeux. Donc voilà, c'est vrai que des fois, enfin, le réseau joue énormément aussi. Ouais. Donc faites la Gamescom, le Game Camp et ce genre d'événements pour aller OK. pitcher sur Meet to Match. Vous trouvez les profils, vous leur pitchez et pitcher un maximum de gens parce que tous les pitchs vont être intéressants. Vous allez recevoir des informations aussi. Et puis Ah oui. plus vous pitchez et plus vous allez être en confiance Mmh. et à l'aise pour pitcher aussi, quoi. Ouais. Ouais, pas hésiter à s'entraîner effectivement, c'est jamais facile de pitcher. Ah oui, donc les salons, c'est vraiment des temps forts de la Ouais, rencontre, développeur, publisher, ça c'est encore vrai, ouais, clairement. aujourd'hui, Ouais. ouais. Mmh. Ah bah OK. d'autant plus aujourd'hui, hein, parce que Ouais. les éditeurs ils peuvent recevoir des millions d'emails de pitch deck, mais par contre voir des gens sur place et rencontrer l'équipe, bah Ouais. ça change beaucoup de choses, hein, franchement. Moi j'avais fait un Ah peu oui. un, un récap, moi c'était plus sur mes clients en général, mais Mmh. j'avais vu que les 70% des gens avec qui je travaille en général, je les ai vus en présentiel dans un Ah oui. événement, pas forcément avant d'avoir travaillé avec eux ou après, mais en général je les ai vus au moins une fois, quoi. OK. Et c'est clair Ah que ça oui. reste beaucoup très important parce qu'en plus, on parle de signer des budgets à 100 000, 200 000, Mmh. 400 000, 500 000, 1 million d'euros. Ouais. Pour que quelqu'un te fasse confiance et mette 500K chez toi, Ouais. bah faut qu'il t'ait vu au moins une J'ai fois. vu à un Souvent, moment donné, ouais. ça aide pas Mmh. mal, quoi. C'est OK. pas Ouais. indispensable, mais ça aide pas mal. Ça va être bien, ouais. OK. Peut-être aussi intéressant de se du pour, dans le cas de ces événements-là, parce que des fois, il y a des tickets d'entrée qui sont un peu chers Ouais. pour des startups ou des studios qui démarrent. Je sais qu'en se rapprochant des associations régionales, des fois, il y a des prix aussi, typiquement gaming pour le Game Camp, et cetera, Ouais, Business qui France peuvent être faits. aussi, quand tu Business France, vas ouais. à la Gamescom exposer, tu peux avoir un rabais de, je sais plus, c'est entre Mmh. 20 et 50% OK. de ce que tu as dépensé parce que eux, en fait, t'as des catégories aide à l'export et Mmh. du coup, ils vont te rembourser une partie de tes frais, etc. Donc, ouais, faut pas OK. hésiter à profiter de ce genre de mécanisme. C'est fait pour développer Ouais. les boîtes, etc. aussi. OK. Cool. Et moi, je sais aussi qu'il y a Mmh. un petit tips un peu Ouais. moins connu, mais que j'utilise pas encore assez. C'est demander à faire un talk dans la conférence. Par exemple, j'avais rencontré un sound designer à la Nordique. Lui, en gros, chaque année, il envoie son pitch. Il dit voilà, je veux faire un talk et je veux être invité. Et au passage, bah, lui permet d'avoir Ah oui. un billet gratuit. Donc Ah voilà, OK. n'hésitez pas à utiliser ça aussi. Bon, ça marche pas partout, Ouais. mais ça OK. peut être sympa. Ah oui, trouver, ça fait un talk pour la conférence, et cetera, et du coup, ce qui te donne, du coup, un billet gratuit, tu peux utiliser ça pour, C'est ça. voir des gens, et cetera. OK. Est-ce que tu conseillerais au studio d'avoir un accompagnement légal au moment où, commencent les relations, ou les discussions avec un éditeur? Est-ce qu'il y a des choses, auxquelles il faut faire attention, ou est-ce qu'on peut attendre, le contrat, un peu plus tard? Ou est-ce que de manière générale, on Euh, peut tout faire, sans Non, accompagnement en particulier? fait, on peut tout faire sans, mais globalement, quand il y a des sommes assez importantes en jeu, donc je dirais au-dessus de 200K, Ouais, ça vaut le coup quand même de mettre peut-être 1, 2, 3 000 euros chez un avocat pour vraiment ouais, review le contrat et pas signer des dingueries. Ensuite, ouais. c'est vrai que moi, je suis assez roots, ça fait un moment que je travaille dans le jeu vidéo, et il y a ce Mmh. côté, j'ai déjà signé des contrats sans review par un avocat, mais OK. globalement, c'est aussi pour s'assurer des arrières par Ouais, rapport à ce qui pourrait mal se passer. Et ouais. c'est vraiment un avocat, il est là pour ça, de toute façon, il Mmh. prévoit et il anticipe ce genre Ouais, de scénario. Donc ça reste important d'avoir du légal pour ça. ouais. Mais bon, c'est... Tu jamais eu de mauvaise surprise de ton côté, par exemple sur les droits de l'IP ou ce genre de choses, qui Ah des bon, il y a fois tout le peut temps être des un mauvaises peu surprises, hein, ah t'inquiète. oui, OK. Bon, très bien. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir des petites connaissances en Ouais, droit et en légal, ça aide beaucoup. Mais ouais. oui, il y a toujours des dingueries dans les contrats. Ah, c'est Franchement, vrai. même si tu savais aujourd'hui les contrats des fois qui sont signés Ah, c'est entre vrai. les devs et les éditeurs, Ah ouais? bah, si tu veux, en fait, c'est très peu réglementé.
Mmh. Par exemple, tu as eu le cas de Alchemy, qui a un de ses premiers jeux, donc Alchemy, c'est une boîte nantaise qui marche plutôt bien maintenant. Ouais. Mais un des premiers jeux, ils ont eu un conflit avec leur éditeur et en fait, c'est un éditeur allemand et en Mmh. gros, ils les ont vraiment enfin, l'éditeur allemand les a vraiment entubés, Alchemy, Ah ouais. et ils ont perdu un procès, machin et tout, alors qu'ils avaient, plein de choses à montrer. Ah Donc ouais. il y a ce côté Ah, où il c'est faut vraiment moche. se méfier aussi de comment ça pourrait se passer. Faut se faire Mmh. confiance, mais il faut aussi se dire: «Bon, qu'est-ce qui se passe si jamais, ça se passe Ouais. mal?» Ouais. Typiquement, c'est vrai que moi souvent je conseille aussi aux développeurs d'avoir de la marge en plus de leur studio d'édition et pas Mmh. de se retrouver, quasiment à poil à la fin de la prod. Ouais. Parce que sinon, derrière, s'il y a des délais de retard, ça peut être assez Ah ouais. compliqué là. Ouais, Donc, effectivement, par ouais. exemple, il y a certains studios encore aujourd'hui, ils arrivent aux 3 quarts de la prod, ils ont signé des milestones et en fait là, la dernière milestone elle passe plus. Ce que Mmh. toi tu as déjà engagé toutes tes dépenses Ouais. et du coup, ben, tu as tous tes gens à payer, mais tu as plus l'argent de l'éditeur. Ah ouais. La Qu'est-ce qui se vache. passe, quoi? Ouais. Et ça peut tuer un studio. Ça peut tuer Ouais, un bah ouais, studio même qui j'imagine, existe ouais. depuis 5 ou Mmh. 10 ans. Donc il Ouais. faut faire très attention à ça aussi. OK, ouais, effectivement, sur ces histoires de déplacement, et cetera, bien avoir le cash flow. Je revenais sur les histoires d'IP aussi, mais ça peut être, j'imagine que tu peux te Ouais. retrouver dans une situation assez moche où, tu possèdes plus l'IP de ton jeu, quoi, ou ce genre de choses. Potentiellement, si ça marche et que tu veux faire la suite, ça peut être compliqué, quoi, je me Bon, ça aujourd'hui, c'est quand même pas mal ouais, démocratisé, on va dire. Souvent, OK, l'éditeur, il achète pas l'IP. ouais, Il achète OK, lui juste le droit d'exploitation du jeu. ouais, Mais bon, ça peut arriver. Je sais que certains gros groupes, enfin encore aujourd'hui, ils achètent l'IP au passage, ouais, alors qu'ils ont un deal tout pourri derrière, mais mmh, ils ont un gros nom. OK, Donc ensuite, une IP, en fait, chez les indés, c'est à la fois très fort, mais que dans certains cas, c'est pas ouais, toujours OK, évident cette notion d'IP parce que tu veux ouais, protéger ta propriété, mais des fois, juste faire un jeu dans le même style ou avec ouais, une autre. ouais, ça te suffit, Tu ouais. prends un jeu comme Slay the Spire, par exemple, Ouais, l'IP, elle exact, est folle, ouais, mais c'est pas mmh, l'univers qui est fou, c'est pas le mmh nom, c'est pas le. ouais, ouais, c'est plus C'est une mécanique au final? c'est plus des mécaniques et la Mmh, patte du game feel, quoi. ouais, Donc, ouais, pas et toujours c'est pareil. vrai que c'est le Spire, c'est ouf. Exactement. Toi, je voulais juste revenir sur un truc que tu avais dit qui était intéressant aussi sur les financements. Je trouve qu'on a un peu, Ouais, peut-être tendance à voir tu sais, trouver un éditeur comme un peu le saint graal du financement du jeu vidéo indépendant. Alors qu'au ouais, final, il y a aussi pas mal d'autres options qui existent. J'ai l'impression que de plus en plus, les studios se tournent aussi vers des investisseurs. ouais, clairement. Sinon, tu vas avoir des business angels, des VC, des gens qui prennent bon, un peu d'equity de ta boîte, mais qui permettent aussi d'avoir du cash pour commencer, quoi. Il y a les aides régionales, le CNC, bon, ça c'est depuis, là depuis un moment, etc. Mais ça peut aussi faire Ouais. partie d'un espèce de package de financement au final qui dérisque un peu chacun si tu sais qu'il y en a un qui peut arriver en backup de l'autre potentiellement. Est-ce que tu as l'impression que les studios se diversifient un petit peu au niveau de ces financements-là, ou est-ce que c'est vraiment toujours la relation développeur-éditeur qui... Alors, bah, les investisseurs, clairement, ils ont été plus importants ces derniers mois, ces dernières années, Ouais, parce qu'ils se sont rendus compte que le jeu vidéo était un marché assez porteur et qui ouais, était assez résistant aux crises. mmh, Dans le sens où tout ce qui est Covid, on a très bien, enfin en tant que jeu vidéo, on a très bien passé à travers. ouais. Donc il y a un côté où le jeu vidéo il est assez stable Mmh. globalement. Il n'y a pas eu de grosse crise en tout cas depuis longtemps. Peut-être qu'il y en aura une, on ne sait pas trop. Et les financements publics, c'est un peu l'inverse. En ce moment, ça a pas Mmh. mal, c'est un peu mitigé. Il y a des trucs en plus, mais en même temps, les budgets, ils augmentent pas spécialement plus alors qu'il y a plus de développeurs. Ouais. Donc nous, par exemple, nos premiers financements publics, c'était 2019-2020. Et là, les derniers qu'on a eus, c'est pas forcément autant. Par exemple, en région Occitanie, ils ont annulé les aides qu'ils avaient proposées Ah ouais. parce que bah, il y a eu Covid, Ukraine, Mmh. etc. Enfin, la moindre excuse, on va dire, possible pour baisser OK. les aides publiques. Ah oui. Donc ça Donc, joue pas le rapport avec l'Ukraine a priori? ouais, bon, tu sais, c'est toujours, il faut des bonnes Ouais. excuses pour enlever de ce OK. genre de choses. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas forcément simple, mais en même Ouais. temps, tu vois, par exemple, là, moi, on nous découvre un peu en ce moment le CI, donc crédit d'impôt innovation, Ouais. qui te permet, par rapport à des dépenses déjà engagées, de récupérer du crédit d'impôt. Mmh. Et c'est vrai que c'est un peu là où c'est difficile, c'est arriver à naviguer dans toute cette ingénierie financière. Ouais. C'est vraiment pas simple parce que bah, tu as plein de leviers différents. Tu as tout ce qui est BPI aussi, par exemple. Nous, on le fait pas encore Oui. beaucoup, mais on nous a dit que c'était très, très pratique. Oui. Donc il faut passer beaucoup de temps en fait là-dessus. Et c'est du temps qui Ouais. paye en général. Mais Ouais, bien c'est du temps sûr. qu'on Ouais. passe à ne pas faire de production. Ouais. Donc Ça peut être un peu tricky à gérer aussi en termes de trésor. Et je vois typiquement, nous, on a ouais, bénéficié de la bourse French Tech, je crois, dans le cadre de BPI, etc. Mais c'est de l'avance sur trésorerie. C'est ouais, sur des dépenses que de toute façon, tu es obligé d'engager.
C'est un petit peu plus, un peu difficile à gérer, ça peut être un peu difficile à gérer, Bah, mais ça en se fait, fait. c'est un des gros problèmes du financement aujourd'hui, c'est l'amorce. En gros, il y Mmh. a très peu de financement ou très peu de subventions, et cetera, qui te font les 10-20 premiers milliers d'euros, Ouais, qui t'aident à développer ton vertical slice, et cetera. ouais, Tu as l'aide c'est à la quasiment le plus dur. pré-prod, tu as l'aide de l'écriture d'auteur, mais bon, Ouais, c'est pas énormément de projets qui ouais, passent. Donc il y a ce ouais, côté, l'amorce, c'est souvent la plus difficile. mmh, Donc si ouais, vous voulez vous lancer dans un studio indé, c'est vrai que c'est bien, c'est vraiment mieux d'avoir mis 5 à 10 000 euros de côté, ouais, en ayant bossé un petit peu avant pour que ce soit plus simple. ouais, Parce que démarrer sans rien, franchement, ouais, mon c'est vraiment autofinancement. dur, quoi. Ouais, ouais, et même sur les, comment sur les, le CNC, l'aide à la pré-prod et cetera. Donc c'est une commission qui choisit des projets, si Ouais, je me souviens c'est bien, ça. et j'avais entendu dire que c'était assez difficile de l'avoir sur un premier projet, que généralement ils aimaient bien, un petit peu montrer un portfolio ou montrer un peu Pas de forcément preuve de premier réussite. projet. Moi, je dirais pas que sur un premier projet, c'est plus OK, difficile. OK. C'est plus qu'en fait, sur ton premier projet, tu vas pas être assez abouti et assez expérimenté pour présenter un truc qui soit bien. Ah OK. Parce que pareil, le CNCA, c'est un peu une question de confiance. Est-ce qu'on a confiance dans Ouais. le projet, Mmh. dans l'équipe, dans le marché, et est-ce que le projet est intéressant pour la culture française aussi, tu vois, il y Ouais. a beaucoup cette Oui, c'est portée-là. vrai. Oui. Nous, par exemple, sur Neurodeck, on parlait beaucoup de santé mentale, et Mmh. tu vois, on est arrivé un peu avant le Covid ou pendant le Covid, enfin, et pendant le Covid, et Ouais. à ce côté où la santé mentale, c'est un sujet qui a Ouais. décollé. Ouais, tout à fait. Mais avant, on en parlait très peu, donc il y a aussi ce côté, est-ce que c'est un projet qui est un peu moderne? Mmh. Tu vois, par exemple, Florent Morin qui fait des projets un peu plus politiques, on va dire. Il a fait un jeu sur les réfugiés notamment. Et bah OK. du coup, c'est vrai que c'est le genre de jeu où le CNC aime bien parce que ça porte Mmh. une valeur, Ouais. ça défend une cause, et il y a un véritable enjeu à ce que le CNC, en tant qu'organisme public, il défende ce genre de Mmh. projet, il porte Ouais. ce genre de projet. OK. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que si tu fais un jeu ultra violent, Ouais. derrière, ils peuvent le financer quand même, mais c'est vrai que c'est pas Ouais. trop leur dada non plus, quoi. Ouais. J'imagine. OK, super. Je te propose d'attaquer la dernière partie qui est un petit peu, l'avant-dernière partie, mais on va essayer d'aller rapidement sur la dernière partie, qui est, comment gérer la relation un peu au quotidien avec, un éditeur. À quoi s'attendre, comment ça marche, et cetera. Est-ce qu'on est en contact, tous les jours? Est-ce qu'on a un reporting à chaque fois qu'il y a une milestone, tous les 6 mois? Comment se passe un peu la relation, je dirais un peu plus au quotidien? Bah alors, ce qui va être un peu complexe, ça va être les temps forts. En gros, il peut y avoir des éditeurs qui bossent à la milestone, d'autres Mmh. non. Il peut y avoir des éditeurs qui bossent mois par mois, donc ça change pas mal. OK. Globalement, il faut s'attendre à communiquer au moins toutes les semaines, je pense. Voilà, un petit OK. message par semaine, ça fait toujours du bien. Cette force de proposition, quand on va montrer sa build, montrer son avancement, sa Ouais. progression, et vraiment mettre en confiance l'éditeur. Parce qu'il y a ce côté où l'éditeur, lui, il a différents projets en parallèle, Ouais. et il faut vraiment pouvoir, pareil, encore faire preuve de confiance Mmh. et travailler main dans la main avec lui. Par exemple, un des trucs qui est un peu tricky, nous, quand je bossais en tant qu'éditeur, c'est ce côté, avoir des ressources visuelles du développeur ou des GIFs à mettre en avant. Par exemple, tu as un, un gars en social media, une personne en social media qui va faire des GIFs Ouais. sur Reddit, sur Twitter, etc. Si t'as pas de matière à aller envoyer sur les réseaux sociaux, du coup, tu vas pas pouvoir être efficace en tant qu'éditeur autant que ce que tu pourrais. Ah Donc c'est oui. vrai qu'il y a ce côté, en tant qu'éditeur, en tant que développeur, il faut aller fournir des assets marketing, Mmh. continuer à travailler avec l'éditeur, parler aussi en avance des moments temps forts. Par exemple, il va y avoir le Summer Game Fest autour de juin. Mmh. Du coup, il faut voir, est-ce qu'on peut mettre un peu de budget là-dedans? Est-ce qu'on peut avoir une vidéo qui claque avec une nouvelle feature Ouais. toute nouvelle? Ouais. Donc voilà, travailler ces temps forts avec l'éditeur, envoyer des updates par rapport à la production, Ouais. ça va être vraiment, vraiment important. Et puis globalement, voilà, être toujours aussi dans l'empathie entre ce que fait l'éditeur et ce que fait le développeur, Mmh. et ne jamais être dans le côté manichéen, ils sont mauvais, ils sont Ouais. méchants, ils sont gentils, ils sont Pour bons. cacher des trucs, j'imagine que c'est un peu le pire scénario, quand tu vois que tu vas avoir du retard, rien dire jusqu'au moment où ça devient vraiment, vraiment critique, quoi. Bah c'est ça, surtout que le retard il peut s'accumuler, Ouais. il peut ne jamais longtemps se finir, on va dire. Ouais. Donc ouais, et puis tu vois, proposer des contreparties, des fois si tu as un retard, bon tu dis bon, on a un retard, mais en échange Ouais. on rajoute un mois de prod parce qu'on a un peu de financement en plus. OK. Qu'est-ce que vous en pensez? Et tu Ouais. vois vraiment s'arranger entre personnes qui Mmh. s'entendent bien. Ouais. Parce que si, en fait, il y a ce côté donner et recevoir dans une relation studio-éditeur.
c'est Ouais. important parce que si tu donnes trop sans recevoir derrière, c'est pas bon. Et si Mmh. tu reçois trop sans donner, ben pareil. Ouais. Donc faut vraiment entretenir cette relation parce que on est aussi amené à travailler ensemble sur peut-être un nouveau projet après. Ouais. Peut-être que le jeu il va avoir une long tail de 3-4 ans, donc il faut bien s'entendre avec les gens. Mmh. Et c'est pas toujours simple, mais Ouais. il faut vraiment essayer de bien s'entendre avec Ouais. les éditeurs Ouais. et Effectivement, développeurs. ouais. Je reviens sur un truc que tu as dit, que je trouvais intéressant aussi sur le marketing. Donc, j'avais un peu cette vision de le marketing, ça commence à la release du jeu. Et j'ai l'impression que de plus en plus, de toute façon, ça devient complètement crucial d'avoir le marketing et le community management, community building qui commence dès la prod en fait. Est-ce que Ouais. tu me rejoins là-dessus ou pas pour commencer à faire monter un peu la sauce pour avoir les wishlists sur Steam? Et du coup, est-ce que c'est quelque chose à prendre en compte côté studio? Tu parlais de GIF à préparer, un peu de, je sais pas, des trailers, des trucs. Est-ce que quel est l'impact en gros sur la production de ça? Est-ce que tu penses que ça en a un? Bah, en fait, c'est même dès la pré-prod, c'est un truc pareil que les indés font pas assez. C'est le Ouais. côté faire une étude de marché, c'est du marketing, donc c'est de l'analyse. Mmh. Il faut faire cette étude du marché le plus tôt possible pour vérifier aussi quels sont les angles d'attaque, quelles sont les features qu'on peut mettre dans le jeu par rapport Mmh. à ce qu'on a analysé sur le marché. Par exemple, je sais pas, si tu fais un jeu écologique, Ouais. bah, est-ce que c'est un jeu pacifique, un jeu où il y a un peu des systèmes de combat? Bah, s'il Ouais. y a des systèmes de combat, c'est pas forcément dans le genre écologique, pacifique, etc. Ouais. Donc il faut bien prendre en compte tout ça pendant le marketing. Et aussi, par exemple, une technique que font un peu des indés, c'est tu prépares un trailer dès le démarrage et tu vois selon Ouais. la réaction au trailer si les gens ils sont hypés ou pas. Ok. Donc par exemple, c'est ce qu'a fait Mijou avec Planet Crafter. C'est aussi ce qu'a fait il y a 10-15 ans Miklo avec Out There. Ok. Ils Tu ont dis préparé avant un d'avoir le jeu, trailer. c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Quand tu démarres le jeu, tu dis Mmh. bon, bah, en fait, je vais faire une vidéo. Si par exemple, tu as une bonne équipe graphique ou une Ouais. équipe qui fait un peu qui claque en cinématique, et Ouais. ben, tu vas préparer un trailer et dire bon, bah, qu'est-ce que vous pensez de la Mmh. promesse que je vous donne avec ce jeu, avec Ouais. cette vidéo? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Est-ce que vous testez le jeu ou pas? Voilà. Ok. Ah oui, ok. Ouais, c'est vachement intéressant ça. Par exemple, aussi sur Legend of Keepers, le jeu était déjà en store page, enfin en page Steam, mais il y avait que des screenshots, il n'y avait pas de vidéo. Et Mmh. tous les screenshots étaient faits à la main, fakés entre guillemets. Ok. Pas fakés dans le sens où il n'y aura pas cette feature, mais fakés dans le sens préparé à l'avance. Ok. Et du coup, rien qu'avec les pubs plus les screenshots, on atteignait les 80 wishlists par jour, ce qui Ok. est quand même assez gros et qui Ah permet ouais. d'aller pousser le jeu comme ça. Ouais, ouais. Ouais. Euh, Tout donc voilà, avant Early Access déjà avec un maximum de wishes quoi. c'est ça. C'est ça. Et en fait, le potentiel du jeu, il est dans les premiers mois. Est-ce que tu es positionné sur un bon marché? Est-ce que tu parles bien avec tes joueurs? Est-ce que tu as une audience potentielle? Ouais. Est-ce que tu as des features qui vont intéresser les gens? Et souvent, dans les 3-4 premiers mois, tu peux répondre à ces questions Mmh. assez facilement, quoi. Ok. Et est-ce que l'éditeur, du coup, t'accompagne un peu sur ce gestion de la communauté ou gestion du hype sur ton jeu, mais en général, ou c'est vraiment à toi, côté développeur, de prévoir tout ça? C'est plutôt toi côté développeur, en fait, l'éditeur il va arriver beaucoup plus tard que ces Ok. phases-là. Et en fait, ça va aussi beaucoup jouer sur l'éditeur parce que si l'éditeur t'a déjà 15-20 000 wishlists avant de le contacter, Ouais. ça va le sécuriser C'est pas énormément. mal, Donc, ouais. Mmh. ça donne pas mal d'avantages aux indés qui peuvent faire leur propre marketing Ouais. parce que l'éditeur il perd beaucoup en risque. En fait, il y a la confiance et le risque. Mmh. Et si tu arrives à diminuer le risque et qu'il y ait la confiance derrière, Ouais. ça joue beaucoup dans Ouais. la possibilité de signer un deal derrière. Ouais, clairement, ouais. Je pense que c'est un bon tip, tout ce que tu disais pour les indés, de commencer le marketing le plus tôt possible et avoir ce côté un peu on capitalise sur la suite. Et c'est une sauce qui monte au fur et à mesure pour se concrétiser pendant le early access, parce que c'est un peu là où tout se joue, j'ai l'impression, sur Steam. Bah ouais, surtout qu'en fait, ça va te sécuriser toi par rapport à ton jeu aussi. Mmh. Quand tu vas mettre ta première démo, si elle n'est pas jouée du tout ou un petit peu jouée, Mmh. tu as des bons retours ou pas, ben ça va rendre sécurisé ou t'orienter vers certaines Ouais. pistes. Donc si par exemple tu travailles un an, que tu as fait 3-4 démos et que toutes tes démos sont ignorées, que tu as 100 wishlist, Mmh. bah faut te poser des questions. Parce qu'un Ouais. éditeur, lui, va pas vouloir signer un jeu qui, Ouais. qui Oui, a ça peut être essayé des de red flags convaincre un totalement. public Mmh. déjà, quoi. Ouais, ouais, effectivement, ouais. Ouais. Et ça, c'est intéressant de garder en tête que tu peux même commencer avant d'avoir le jeu. Ce que tu disais sur Legends of the Keepers, typiquement, pas obligé d'avoir déjà ta démo pour pouvoir commencer, C'est quoi. ça. Ça me rappelle un peu ce qu'on faisait aussi côté mobile. Donc les modes de collaboration, on en a parlé, tu disais que ça dépendait un petit peu de l'éditeur, avec des éditeurs qui seraient peut-être un peu plus inclus dans les décisions créatives et dans
dans les directions au quotidien versus des éditeurs qui sont un peu plus hands-off sur la prod. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être discuté au moment du deal? Genre, Oui, quel complètement. impact vous voulez avoir sur la production, et cetera? Complètement, faut l'inclure dans le deal, faut même, limite, l'inclure dans le contrat si tu peux, comme ça au moins Mmh. c'est clair. OK. Faut le discuter en amont en effet, c'est vraiment au cas par cas, même si la Ouais, plupart des éditeurs, ils laisseront pas mal la patte créatif, au reste, quoi. ouais, OK. Et du coup, en termes de soutien, côté éditeur, ce qu'on peut attendre d'un éditeur, bon, il y a toute la partie on a parlé de toute la partie marketing, sortie du jeu, distribution potentiellement et cetera. Mais je pense notamment à tout ce qui va être QA, localisation, playtest. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui est pris en compte généralement ou ça reste à la Bah, charge? ça, c'est un peu pareil, c'est un peu au cas par cas. Ouais, Souvent déjà la localisation, en effet, ça va être l'éditeur qui va s'en occuper, qui va en tout cas le ouais, payer potentiellement. OK, La localisation, c'est un peu genre tricky où il faut la faire, mais il faut l'intégrer et il faut la ouais, vérifier aussi derrière. Donc il faut ça détaillé, s'appelle ouais. le LQA, c'est Language QA, c'est en gros vérifier que c'est bien Mmh, implémenté. Et par exemple, la localisation impacte, les ventes énormément. Par exemple, pour le ouais, chinois, s'il y a une mauvaise traduction chinoise, et bah, ça va voir sur les ventes. Donc ça va intéresser l'éditeur que ce soit bien fait aussi. ouais, Donc souvent la QA aussi, ça peut être pris en compte ou pas, mais il faut en faire aussi de son côté. mmh, Les playtests, souvent ça peut être fait, mais pas forcément toujours à 100 par mmh, l'éditeur. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas et ça dépend beaucoup du budget. ouais, Souvent en dessous de 100 ou 200 000 €, il y aura pas de playtest par exemple, parce que ça va être ah oui, une dépense trop importante, ouais, mais au-dessus, ils vont en faire. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas et dans l'idéal, vaut mieux faire à tout le temps une partie chez soi en tant que développeur et une partie chez l'éditeur. Comme ça, vous êtes sûr que tout est fait, quoi. ouais, OK. Ça roule. Est-ce que tu as déjà eu des scénarios où, la relation se passait mal et du coup, l'un ou l'autre, décidait d'arrêter? Ça arrive ça? On peut sortir Ah d'un oui, deal oui, avec un ça arrive. publisher? Bah, par exemple, Refury avec Nightcall. Donc, ils ont complètement arrêté la collaboration. OK, Moi, là, comme je t'ai dit, j'ai vu un développeur qui a aux trois quarts du projet et l'éditeur, finalement, il dit, bon, bah, ça ne va plus, quoi. on s'arrête là? OK. Ah oui. Donc oui, faut s'attendre à ce que ça puisse mal se passer Ouais, et préparer ses arrières financièrement par rapport à ça. ouais, OK. Ouais, pas tout miser sur ça, j'imagine. Ouais. Hem, bon après j'imagine que c'est des clauses aussi à avoir dans le contrat de sortie et cetera. Ouais. Et pour revenir sur la sortie du coup, alors qu'est-ce qui change après la release? Comment ça se passe? Le jeu sort, est-ce que c'est là où on négocie potentiellement s'il y a des updates, des DLC, des trucs, à faire? Est-ce que c'est une nouvelle négociation avec l'éditeur comment ça se Ouais, passe après la souvent ça release? va être une nouvelle négociation. Il y a aussi cette notion de est-ce qu'on inclut les consoles dans la vente? Mmh, Je pense qu'il y a un peu trop les indés, ils vendent les consoles directement dans ce qui a été produit ou dans ce qui a OK, été, prévu. Mais il faut pas hésiter à vraiment bien utiliser cette période-là parce que, bah, les ventes, par exemple Switch, ça peut être 10 à 15 de vos ventes totales. ouais, Donc mine de rien, si on fait deux trois consoles, du mobile et tout, bah, mmh, ça peut représenter 30-40 des revenus. Donc c'est assez important. Les DLC, pareil, si on a fait un peu de vente, disons qu'au-delà de 20 000 ventes, ça commence à être intéressant de faire des DLC. Et ouais, là, il faut se dire, bon, bah, est-ce que ça a été inclus dans le contrat? mmh, Est-ce que si par exemple vous mettez 20 000 € de DLC, de création de DLC, est-ce que ça va dans la recoupe? Est-ce mmh, que ça va chez le développeur, etc. Et ça, faut y penser aussi un peu en avance. ouais, Mais il faut pas forcément tout vendre aussi d'avance et il faut laisser des marges de négociation. ouais, Ensuite, de toute façon, en fait, une fois que le jeu est sorti, l'éditeur, il est un peu dépendant du développeur aussi, mmh, parce que c'est pas si simple de reprendre du code ou de reprendre un projet, etc. Donc, ouais, faut pas hésiter à jouer le rapport de force sur ça aussi, quoi. OK, Faut se dire, voilà, c'est un éditeur, il a de l'argent, faut pas hésiter à continuer cette collaboration aussi, quoi. mmh, OK. Et à l'inverse, si tu veux, est-ce que c'est possible aussi d'inclure, par exemple, des DLC ou un petit peu de live dans le contrat avant la Ouais, sortie? Dire, par exemple, qu'on paye pour la sortie et puis, je sais pas, 3 DLC parce qu'on pense que le jeu va durer au moins 1 an. ouais, complètement. Ouais, Complètement, et c'est vrai que OK. c'est une bonne pratique à avoir aussi. C'est pas toujours simple de dire à l'éditeur, bon, bah, payez pour un jeu qui est déjà sorti. Ouais, Mais c'est vrai que c'est une bonne pratique à avoir et c'est pour ça qu'il faut bien garder un peu d'argent de côté quand on a la sortie. Parce que ouais, ça permet, si jamais l'éditeur il veut pas aligner ce live ops, et bah du coup de le financer soi-même potentiellement, si on ouais, veut que le projet il soit bien sorti et tout. Moi je sais que j'ai déjà vu des jeux qui sont sortis en early access, le jeu a pas trop marché, et t'as le développeur qui dit bon bah nous on aimerait bien finir le jeu quand même. ouais, L'éditeur il dit bah non moi je rallonge pas d'argent, ce jeu il a tanké, il me rapporte ouais, rien.
Donc démerdez-vous par vous-même, quoi. Ouais. Ça a l'air assez dur de survivre l'early access, non? J'ai l'impression que c'est un peu le make or Ouais. break pour les, Ouais, ouais, pour les jeux complètement. indés, Bah, faut quoi. pas hésiter. Nous, tu vois, par exemple, sur Neurodeck, on est sorti sans early access Mmh. parce que ça a été une négociation, etc. Mais c'est vrai que des fois, l'early access, faut se dire, bon, bah, c'est chiant, mais il faut être prêt à dire, il y aura un mois ou deux d'early access, on sort, et puis Ouais. voilà, le jeu il est pas fini, mais au moins il est live, OK. quoi. Comment tu vois l'early access, du coup? Est-ce que c'est un moyen de récolter du fonds pour finir la prod? Est-ce que c'est pour se rassurer sur la viabilité du jeu? Est-ce que c'est pour des raisons techniques, de tests et Ça peut cetera? être plein de choses différentes. Ouais, Tu peux avoir des très gros jeux qui vont être en early access pour se rassurer. ouais, Aussi pour qu'il y ait des moins de bugs. Tu vois, par exemple, sur les roguelikes, souvent ouais. t'as pas assez de contenu quand tu sors en 1.0. Mmh. Et du coup, le fait de sortir en early access permet de dire, bon, bah, on va rajouter du contenu pendant cette early access Ah oui, et sortir avec pas mal de contenu à la fin. OK. Pour les jeux de stratégie, ça peut être un peu la qualité du UX. Tu sais que du coup, bah, ton jeu il est un peu bancal et il faut un peu plus de feedback et Mmh. de qualité d'ergonomie. Du coup, l'early access, ça te permet d'avoir ben, ce côté-là. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que tu vois, en fait, ce qui est bizarre, c'est que tu as des early access genre Valheim, qui est en Ouais. early access, Ouais. des trucs en face qui sont tout pétés. Ouais. Tu vois, par exemple, Bethesda, ils ont sorti Starfield en early access. Ouais. Ouais, je trouve qu'il y a eu un espèce de truc un peu bizarre sur l'early access où au début, effectivement, c'était vraiment des trucs pour tester ultra pété, puis après, t'as des jeux qui sont sortis en early access avec un niveau de polish où tu dis, bah, le jeu est fini, en fait, là, c'est c'est Ouais, complètement ouf. Et du coup, j'ai l'impression que ça a vachement augmenté la barre, ce qui est potentiellement intéressant pour les joueurs, mais je me dis, si t'es un studio et que tu veux tester un truc un peu early, avoir des retours utilisateurs, etc., quand tu vois en face la qualité de ce qu'il y a en early access, c'est un peu chaud, ouais, quoi. bah, la frontière peut être assez floue, hein, mine de rien. Mm. Puis c'est vrai que aujourd'hui, on a de plus en plus de jeux, et depuis longtemps, hein, ça ne fait que grossir le nombre de jeux qui sortent chaque année. Ouais, Donc en même temps, la compétition est assez féroce et faut se préparer un peu aussi à cet élément-là, quoi. ouais. Ouais, j'imagine, ouais, bah, je pensais de l'early access, c'était une période aussi où les joueurs étaient un petit peu plus forgiving, quoi. Parce que du coup, c'est un peu comme une bêta, quoi. C'est Et ça. bon, si au final, après, tu compares avec d'autres jeux qui sont déjà quasiment prêts à sortir, quoi, c'est vrai que ça va être un peu complexe. Puis j'imagine qu'après, une fois que tu commences à descendre dans les tops sur Steam, ça va être un peu chaud de remonter, enfin, faire une grosse campagne de communication. Bah, en fait, ça peut. En fait, il n'y a pas forcément des gros freins à ça. C'est plus que tu vas dépenser pas mal en marketing. Ouais, Mais tu peux quand même te relancer avec une bonne communication. Tu as ouais, des jeux, ils continuent à marcher. Par exemple, Northgard, ils ont sorti pendant très longtemps des DLC. ouais, c'est trop Et bien des dans ce fois, cas. limite, le jeu là où il a le plus marché, c'est 3 ans plus tard. Hmm, Parce qu'ils ont bien entretenu le jeu et qu'ils ont fait les ouais, efforts pour. Mais ça demande d'avoir le cash flow pour alimenter ça ouais, aussi. Et c'est ça le plus dur, des fois. C'est ce ouais, problème-là, quoi. c'est vrai. J'avais noté pour la fin des petites anecdotes sur le développeur. Est-ce que tu as des trucs un peu croustillants sur Pas ou spécialement en des trucs qui tête. sont bien passés ou mal passés ou non pas particulièrement? Ah si, peut-être. Bah, c'est vrai que côté éditeur, il y a souvent, on voit des jeux Ouais, qui passent. Des il doit y fois, on avoir peut des les trucs. signer, des fois, on peut pas les signer. Mmh. Par exemple, chez Goblins, on avait vu Despot Game, tu vois, je sais pas si tu vois ce jeu, c'est un auto-battler un petit peu. Ouais, Bon, en fait, on l'a vu très tôt, on voulait les OK. signer, et du coup, une semaine plus tard, ils ont dit, bah non, en fait, il y a Tiny Build, Ah ouais. ils ont proposé 4 ou 5 fois ce que vous Ah nous avez merde. proposé. Ouais, Du coup, bah non, on peut pas ouais. s'aligner. Des fois, on a laissé passer aussi des jeux qui ont pas trop mal marché derrière. Mmh. Par exemple, il y avait un jeu de gestion de vignoble qu'on a OK. laissé passer parce qu'on voilà, on était pas très confiant, Ouais, qui a pas trop mal marché derrière, qui a pas fait un carton non plus, mais ouais, OK. qui s'en est sorti quand même. Ouais. Donc c'est vrai Ah que dis faut donc. pas se dire. C'est vrai que des fois, il y a ce côté timing par rapport Mmh. à quand on arrive sur le marché, avec quel type de jeu et avec quel type de financement en face. Ouais. C'est pas toujours simple, et c'est qu'un même projet, il aurait pu être financé 2 ans plus tard, Ouais. parce que ceci, parce que cela. Donc c'est Mmh. pas toujours simple, Ouais. mais, Ouais, il doit y avoir des petites frustrations, j'imagine, de temps en temps. mais ouais, faut Il doit se rester passer des un peu à trucs. l'écoute du marché, quoi. Ouais, OK. Du coup, une petite promotion de Goblins, qu'est-ce que vous cherchez, vous, comme type de jeu? On vous Ah, moi je travaille contacte plus dans chez quel Goblins, hein, ah OK, non, non, d'accord. là moi j'ai ma propre boîte, mais on travaille beaucoup avec Goblins. Mais D'accord. allez les voir, bah, ils sont toujours sur le même créneau, OK, stratégie, tactique et gestion. OK. Et c'est des gens avec qui on apprécie encore beaucoup de bosser parce qu'ils sont pros, Ouais, et ils sont bien dans leur approche du publishing, quoi. super. OK, top. Bah, écoute, si ça va, je te propose une petite conclusion pour essayer de récapituler un peu,
ce dont on a parlé très rapidement. Ouais, Donc le début, c'était un peu le timing. Donc quand chercher un éditeur, ça dépend un peu de beaucoup de facteurs au final. Donc ouais. est-ce que vous êtes dans le développement, du financement à votre disposition et de dans quelle disposition vous êtes pour aller voir l'éditeur? J'ai l'impression que tu disais qu'il n'y avait pas vraiment de timing au final, que tout Ouais, il faut est aller chercher un éditeur quand vous avez un truc qui déchire. Quand vous OK, avez un truc qui claque. ouais, Soit c'est un document de game design qui claque et qui est super vendeur. ouais, Soit c'est une démo assez early mais qui a beaucoup de potentiel. Soit ouais, c'est une vertical slice très avancée qui a un énorme où il y a vraiment beaucoup de choses à jouer et à ouais, tester. Soit c'est vous êtes prêt de sortir et là vous allez voir un peu les éditeurs ou les mmh, distributeurs pour finaliser la OK. production quoi. Ça marche. Avec le conseil de bien choisir, l'éditeur à qui vous vous adressez au final, par rapport C'est au genre ça. de jeu, ambition, scope et cetera. Il y avait aussi sur quoi préparer, donc le côté un peu pitch deck pour montrer, son jeu de manière un peu Une très bonne sexy. démo, une Ouais, bonne vidéo et un bon pitch deck. C'est ouais, la trinité. OK, ça marche et avec ce que tu disais que je trouve intéressant que l'éditeur il cherche, une équipe, un marché et puis un scope quoi. Donc Ouais. essayer de les rassurer sur le plus de ces piliers là possible, si possible, les 3 quoi. Hem et à la fin, du coup, ce que, comme tu es plus chez Globus, tu peux être aussi, de manière complètement objective. Quelles seraient tes recommandations d'éditeurs, en France et en Europe? Parce que, il y en a qui sont connus pour D'éditeurs, être bien. bah, c'est compliqué parce qu'il y a plein de gens très bien avec qui bosser, ça dépend un peu Ouais, du projet. ouais, Puis voilà, il y a moi je dirais essayer de bosser avec un maximum de gens, de faire des bonnes prods et puis de se dire des fois signer un mauvais deal mmh, pour un premier jeu, c'est aussi avoir les premiers financements pour sa boîte et se lancer dans la vie d'indé. ouais, Donc c'est vrai que même un mauvais deal des fois peut être intéressant si ça vous permet de vous lancer pour la mmh, suite ouais, et de continuer à faire des jeux. ouais. C'est Hem, vrai qu'au final, le nerf de la guerre, c'est d'arriver à en faire un deuxième après le après le 1er quoi. Exactement. Faut se dire que souvent ce qui paye le mieux et ce qui marche bien, c'est le troisième, le quatrième. Ouais, e Voilà, si vous avez la chance, c'est le premier, hein, mais bon, mmh, ça arrive pas souvent. ça ouais, vraiment, ouais. Mmh. OK, super. Est-ce que tu avais un mot à rajouter, quelque chose que j'aurais oublié de mentionner, Pas Est-ce qu'on est bon? spécialement, moi je dirais aussi un peu pour conclure, être Ouais, pragmatique sur la relation avec l'éditeur. Faut pas ouais, l'idéaliser, faut pas non plus le diaboliser, faut être pragmatique avec lui, il faut discuter, voilà, de manière terre à terre. mmh, Faut pas lui faire trop confiance pour tout ce qui est marketing, QA et cetera, mais il faut quand même lui faire assez confiance pour ses domaines de prédilection mmh, et pareil, rester dans la modération et pas tout donner ni tout prendre. ouais, Et puis voilà, entretenir ces relations sur le long terme, c'est important, ouais, parce que vous allez recroiser ces gens-là, même si le ouais, projet se passe mal, mmh, même si le projet se passe bien. Donc voilà, rester vraiment dans l'empathie et la constructivité de vos ouais, projets. ouais, surtout que le évidemment le enfin l'industrie du jeu vidéo est quand même un petit milieu, je pense. Oui, Et on pousse souvent un peu les gens à faire attention à sa réputation. C'est clairement. éventuellement un bon point. Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup, pour tous Merci à toi. ces insights et informations. C'est top. J'espère que ça pourra aider, des gens qui cherchent, enfin des studios qui cherchent, des éditeurs qui pensent à se lancer et cetera, ou même ceux qui sont déjà lancés. Merci beaucoup d'avoir été, avec nous aujourd'hui. Je te Merci pour remets un petit l'invitation. coup de cheering quand même. Bravo! Il est vraiment trop bien ce truc. Merci beaucoup, je te souhaite une bonne fin de journée. Ça marche. À Merci. bientôt.